Merci de nous rejoindre dans RDC Environnement. Madame, Messieurs, votre émission des questions environnementales et du développement durable, cette production de la rédaction de l'agence Galaxy Media, protocole de Nagoya sur les ressources génétiques et le partage des bénéfices et avantages y afférents, la République démocratique du Congo vient de lancer officiellement le projet de mise en œuvre effective de l'accès aux ressources génétiques et partage des avantages en conformité avec le protocole de Nagoya et à la valorisation des plantes médicinales, cosmétiques et nutracéutiques. Ce projet en sigle APEA. La cérémonie s'est déroulée ce mercredi 10 juillet au cours d'un atelier clôturé ce jeudi 11 juillet au Pullman Hotel. Parce que l'actualité ne s'arrête jamais et que la journée est mondiale, nous allons revenir sur la journée du 3 juillet 2019 consacrée à la journée mondiale sans sac plastique. Peut-on vraiment passer une journée sans la moindre utilisation du plastique? D'emblée, nous dirons non. Et pourtant, nous devons fournir les efforts pour y arriver. Jean Mangalibi, coordonnateur de l'ONG Amis de la Nature et des Jardins, nous dira quelle est sa version de fait par rapport à cette journée. Si le plastique est devenu notre ami de tous les jours, au point que nous le consommons même, que devons-nous faire pour nous en débarrasser? En attendant, l'option du recyclage est donc mise sur la table, recycler le plastique. L'exemple du recyclage nous viendra du Japon qui, selon les sondages, est le deuxième pays grand consommateur du plastique après les États-Unis d'Amérique. Nous allons vous proposer donc à cet effet un document de nos confrères de France 24. Quant à ce, enfin, nous ferons un retour sur l'expédition organisée par Greenpeace Africa dans les tourbières dans la province de l'Équateur avec quelques interviews de journalistes qui ont accompagné les scientifiques dans cette découverte. Madame, Messieurs, une fois de plus, bienvenue au magazine RDC Environnement. Les détails, c'est tout de suite après ceci. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Ainsi, je vous le disais, dans le sommaire, la République démocratique du Congo vient de se doter du projet APEA en conformité avec le protocole de Nagoya sur les ressources génétiques et le partage des bénéfices et avantages qui en découlent. Le lancement officiel de ce projet a eu lieu mercredi 10 juillet au Pullman Hotel au cours de l'atelier organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec l'ONG Action d'aide sanitaire et de développement aux plus démunis, AASD en sigle, et le soutien de l'ONU Environnement et le Fonds pour l'environnement mondial. Suivez plutôt ce reportage. Je déclare ouvert l'atelier national de lancement du projet de mise en œuvre effective du processus d'accès et de partage des avantages et valorisation des plantes médicinales, cosmétiques et nutracéutiques en République démocratique du Congo. C'est parti. Le projet d'accès aux ressources génétiques et partage des avantages en conformité avec le protocole de Nagoya et la valorisation des plantes médicinales, cosmétiques et nutraceutiques est désormais effectif en République démocratique du Congo. Avec ces trois composantes, à savoir l'élaboration des mesures d'application de l'APA, lesquelles sont des parties connexes de la loi sur la conservation en RDC, la sensibilisation sur le protocole de Nagoya et le renforcement des capacités pour les parties prenantes en RDC et la valorisation de plantes médicinales, cosmétiques et nutraceutiques à haute valeur ajoutée. L'APA entend renforcer les capacités institutionnelles, mettre en place des stratégies d'action et de règlement d'application des lois existantes. Non seulement les pays utilisateurs, mais aussi et surtout les pays producteurs doivent tirer les bénéfices des ressources génétiques dont ils disposent, a indiqué le directeur de la division du développement durable au ministère de l'Environnement. Autrement dit, le protocole de Nagoya veille à ce que les richesses générées par l'utilisation des ressources génétiques ne profitent pas seulement aux pays utilisateurs de ces ressources, mais qu'elles profitent aussi aux pays dont ces ressources sont issues. En particulier, ces richesses devront profiter aux communautés locales qui ont assuré la conservation des dites ressources.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la direction du développement durable en tant que structure du secrétariat général du ministère de l'Environnement et du Développement durable a comme mandat notamment le suivi de la mise en œuvre des conventions dites les conventions des Rio, dont la Convention sur la diversité biologique et le protocole y relatif. Le protocole de Nagoya sur les ressources génétiques insiste sur le partage juste et équitable des bénéfices y afférents. C'est sur quoi le président de l'Action d'aide sanitaire et de développement aux plus démunis, AASD, agence d'exécution du projet, a évoqué les engagements pris par la RDC dans le domaine avec comme objectif quant à ce projet, améliorer les bien-être des communautés locales congolaises. La RDC est un sanctuaire écologique de la biodiversité et l'un des poumons de l'humanité. Disposant de ressources forestières et biologiques immenses, incommensurables et incomparables, qui constituent sans conteste un atout indéniable pour son développement socio-économique et environnemental. Fort de ce statut environnemental et par souci de respect des engagements pris au niveau international, notre pays se veut un bastion de gestion durable de la biodiversité. Ce projet, mise en œuvre effective du protocole de Nagoya et valorisation des plantes à valeur ajoutée en République démocratique du Congo, constitue à juste titre une réponse claire de notre pays, la République démocratique du Congo, aux engagements sus-évoqués. Engagements consistant à 1. Assurer la gestion durable de la biodiversité à l'instar des ressources génétiques et savoirs traditionnels. 2. Lutter contre la pauvreté des communautés locales fournisseurs des ressources génétiques et savoirs traditionnels associés. 3. Promouvoir certaines plantes à valeur ajoutée en vue de booster le développement socio-économique des populations locales. C'est donc un projet qui s'inscrit dans la politique du gouvernement congolais, visant non seulement à redorer le climat des affaires en lien avec l'utilisation des ressources génétiques et savoirs traditionnels associés, mais aussi à garantir la sécurité juridique au travers de la mise en place de mesures réglementaires et stratégiques susceptibles d'assurer le partage juste et équitable des avantages y découlant. C'est grâce au soutien financier du Fonds pour l'environnement mondial à travers l'ONU Environnement que ce projet du gouvernement congolais a pris corps. Pour les représentants de l'ONU Environnement, la responsabilité dans la gestion des ressources génétiques doit être une approche multisectorielle. Amadou Bouhari a attiré l'attention des parties prenantes sur l'existence de la biopiraterie, qui est une appropriation illégale des connaissances et des ressources. Il revient à vous, les différents acteurs ici présents, à faire en sorte que vous matérialisez dans les faits la mise en œuvre de cette décision politique extrêmement importante. Si on ne le fait pas, on va rater le rendez-vous de l'histoire, car nous exposerons le pays à ce qu'on appelle la biopiraterie, mais à toute forme d'abus. Parce que la pression va venir, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité, parce que vous disposez des ressources. Et la communauté internationale a fait ses devoirs en mettant en place un cadre réglementaire qui devrait coordonner et définir les rapports entre les détenteurs de ressources génétiques et ceux qui doivent l'utiliser. Ce cadre réglementaire et institutionnel
le présent projet vise à accompagner la République à mettre ça en place. Et c'est pour cela le rôle de tout un chacun, dans sa sphère de compétences et de responsabilités, est extrêmement importante. Je vous avoue que la pression et la ruée vers les ressources génétiques dans les années à venir seront source de conflits, seront source des intrigues et des différentes manipulations pour y accéder. Parce que le monde des affaires a investi pour mettre en place des laboratoires, pour mettre en place des firmes qui ont besoin des ressources naturelles. Et tout comme les États, dont je nommerai pas le nom, sont en train de se battre à travers des conflits téléguidés à survivre, ces firmes vont essayer de survivre en faisant tout de leur pouvoir pour accéder aux ressources naturelles que regorgent vos pays. C'est donc une responsabilité commune. C'est une responsabilité à votre main aujourd'hui pour veiller à ce que les générations futures puissent trouver un cadre légal, institutionnel, qui peuvent les permettre de protéger leur patrimoine naturel. La lutte contre la pauvreté des communautés locales qui fournissent des ressources génétiques et savoirs traditionnels associés est le maître mot de ce projet. Mike Ipanga, point focal national de la Convention sur la diversité biologique, pense que les intérêts de communautés locales doivent être mis à l'avant-plan dans ce projet. C'est vraiment un projet porteur d'espoir, dans la mesure où il va contribuer à donner des avantages aux communautés locales qui assurent la conservation des ressources génétiques de notre pays. Dans la mesure où ces ressources génétiques sont de plus en plus sollicitées pour la fabrication des médicaments, pour la fabrication des produits cosmétiques et pour la fabrication d'autres produits que les hommes utilisent. De par le passé, l'accès à ces ressources se faisait de manière tout à fait désordonnée et les communautés ne tiraient aucun bénéfice de l'utilisation de ces ressources génétiques. Mais désormais, avec ces projets, nous allons mettre en place des mesures réglementaires, nous allons mettre en place des mesures administratives qui vont faire que l'accès à ces ressources sera payé et ce que les utilisateurs de ces ressources paieront comme contribution sera reversé aux communautés locales pour leur développement, pour tout ce que ces communautés peuvent acquérir. Donc c'est vraiment un projet qui va beaucoup contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos populations qui sont les gardiens de la biodiversité. Au cours des échanges, il a été d'abord expliqué le fondement de la Convention sur la diversité biologique avant de faire un aperçu sur le cadre juridique congolais relatif à l'APA et le contexte, objectifs et résultats du projet. Voilà, il faut dire que les communautés locales doivent tirer le maximum des bénéfices des ressources dont elles sont les gardiens depuis des millénaires pour l'amélioration de leur mieux-être. Le monde a célébré, je vous le disais dans le sommaire, le 3 juillet 2019, la journée mondiale sans sac plastique. Et pourtant, le plastique est devenu notre ami de tous les jours. Il faut dire que cette journée est célébrée afin de souligner la nécessité d'éliminer progressivement les sacs en plastique dans nos villes, en particulier et sur l'ensemble du pays en général. Regardez d'abord cet élément qui résume l'essentiel de cette journée mondiale sans sac plastique dans ce commentaire signé Patience Vumilia. Dans les airs, sur la terre, dans les eaux et presque partout, les sacs de plastique sont devenus un incontournable de presque tous les lieux.
au point qu'il existe aujourd'hui un 8e continent, expression qui désigne la plaque des déchets accumulés dans l'océan Pacifique. Une accumulation a été créée par des millions de déchets rejetés au bord des côtes et qui se sont amoncelés à cause des courants marins. C'est en 1997 que l'océanographe Charles Moore a découvert cette grande zone d'ordures dans l'océan. Aujourd'hui, ce continent de plastique a une taille de 3 fois la France. On estime que ce sont 8,8 millions de tonnes de déchets de plastique qui sont jetés dans les océans à chaque année. Plusieurs études scientifiques alertent la population mondiale à ce sujet. Bon nombre d'actions sont posées pour ralentir le phénomène, mais elles sont encore peu nombreuses pour instaurer un changement réel. Des mesures ont été prises dans certains pays pour réduire leur utilisation, comme c'est le cas de la RDC dont le décret de 2017 du Premier ministre entré en vigueur le 1er janvier 2018 portant interdiction de production, importation, commercialisation et utilisation des sacs, sachets, films et autres emballages en plastique. Pour les plus avertis, les signaux sont loin d'être perceptibles quant à l'efficacité et l'application effective de cette mesure. Pour cette journée mondiale sans sac plastique, c'est l'occasion de souligner la nécessité d'éliminer progressivement les sacs en plastique dans notre quotidien. Par exemple, en évitant au maximum les aliments suremballés autant que possible en achetant les aliments en plus grande quantité, moins d'emballage pour moins cher. D'autres solutions font état de toujours avoir sur soi un sac réutilisable en tissu. À l'occasion de cette journée mondiale sans sac plastique, un changement de comportement est plus que nécessaire pour la population pour contribuer chacun en ce qui le concerne à la protection de notre environnement. Notre rapport au plastique ayant fondamentalement changé, il faut qu'il y ait une interdiction plus ferme et rigoureuse de ce produit, à défaut de mieux trier les déchets pour le recyclage, en veillant à ce que cette filière du recyclage soit réellement efficace. Il faut également que l'industrie se mette à inventer un nouveau plastique facile à se dégrader. Car le plastique acide polylactique, par exemple, est biodégradable sous certaines conditions et qui coûte plus cher à produire, ce qui ralentira son utilisation. Du reste, tout est une question de motivation et d'envie, car il faut commencer avec ce dont on a envie et y aller progressivement. Sinon, c'est insurmontable. Comment célébrer cette journée mondiale sans sac plastique, ce qui permettra ainsi à la longue de se débarrasser définitivement du plastique? Voilà quelques actions à mener. D'abord, il faut dire non aux sacs en plastique à usage unique. Emportez votre propre sac en tissu ou en papier lorsque vous faites vos courses. Vous économisez non seulement de l'argent, mais aussi vous contribuez également à la protection de notre environnement. Si vous êtes malin, confectionnez votre propre sac et transportez-le avec style. Donnez du temps ou votre argent à une organisation environnementale qui s'occupe de la purification de l'eau et des masses de sacs en plastique. Recyclez tout le plastique de votre maison et de votre bureau. Passez les mots à votre famille et à vos amis. Et si vous êtes une entreprise, pourquoi ne pas fabriquer en tout cas des sacs en plastique que vous pouvez remettre à vos clients, des sacs en plastique professionnels bien sûr. En procédant de la sorte, nous pouvons tous arriver à nous débarrasser du plastique et ainsi sauver notre environnement. Et parmi les solutions que nous venons d'énumérer, il y a bien sûr le recyclage. Même si le procédé peut coûter cher et être lent, le recyclage du plastique constitue une bonne manière de se débarrasser des déchets en général, mais surtout de les transformer en ressources ou en articles autres que le plastique même. Nos confrères de France 24 nous amènent au Japon, le deuxième grand pays consommateur du plastique après les États-Unis, pour nous proposer le défi du recyclage. Regardez ces documents. Au fond de cette déchetterie,
les détritus de tout un quartier de Tokyo. Des vêtements, du carton et du plastique. Trop sale, trop gras, il ne sera jamais recyclé car le Japon ne s'est pas équipé de l'infrastructure adaptée. Au milieu de tous ces détritus, il y a du plastique propre qui aurait pourtant pu être correctement recyclé. C'est dommage. Les gens devraient davantage trier leurs déchets pour qu'ils soient correctement recyclés. Ce plastique sera brûlé, comme 60% du plastique consommé dans le pays. Les Japonais sont les plus grands consommateurs de plastique au monde, après les Américains. Dans les supermarchés, légumes, fruits ou poissons, tout est empaqueté à l'unité. Bienvenue au royaume du plastique. À la caisse, il y a même un employé pour envelopper vos sachets plastiques dans d'autres sachets plastiques. Mio est une citoyenne engagée pour l'écologie. Son collectif lutte contre la surutilisation des emballages plastiques au Japon. Prenons cette orange. Elle est emballée dans 3 types de plastique différents. Il y a la barquette, l'emballage tout autour et enfin ses résilles individuelles. Pourtant, c'est un fruit à la peau assez dure. Ce n'est pas nécessaire. Là, je ne sais plus si j'achète à manger ou bien du plastique. Au Japon, le plastique est synonyme de propreté, de qualité de service, voire même de luxe. Le gouvernement prévoit d'interdire la distribution gratuite de sacs plastiques d'ici 2020, mais beaucoup d'enseignes résistent. Elles craignent la réaction de leurs clients. C'est n'importe quoi. Parce que même si on faisait payer les gens pour les sacs plastiques, ceux qui ont l'habitude de les utiliser continueront à le faire. Et puis regardez ces emballages en plastique. C'est fin, c'est propre et bien présenté. Face à cette montagne de plastique, le Japon a investi dans une apparente solution. Le recyclage. Les foyers japonais sont tenus de respecter des règles de tri assez strictes. Résultat, au Japon, 9 bouteilles en plastique sur 10 sont réutilisées. Ces bouteilles vont être transformées en tissus synthétiques pour être utilisées dans des voitures, des tapis, des vêtements. Certaines entreprises en font des maillots de foot et même d'autres bouteilles en plastique. Avec ces bouteilles, on fait d'autres bouteilles. Une usine modèle, mais dans tout Tokyo, on n'en compte que 2 comme celle-ci. Insuffisant. Jusqu'à décembre dernier, le Japon vendait chaque année à la Chine plus d'1 million de tonnes de ces déchets plastiques. Mais le puissant voisin en plein essor vient de mettre fin à ces importations peu rentables et parfois toxiques. On a beaucoup de mal à trouver des endroits pour gérer et traiter tous ces déchets. En ce moment, nos capacités de recyclage ici au Japon sont complètement saturées. Alors nous n'avons pas d'autre choix que de brûler tout ce plastique en urgence. Mais il est clair que nous ne pourrons pas faire ça éternellement. D'ici 2030, le gouvernement veut réduire d'1 quart les déchets plastiques produits au Japon. Mais pour ça, il doit se trouver de nouveaux partenaires du côté des entreprises. Invité par une association écologique, de grandes compagnies comme Starbucks participent à cet atelier. À la table, chacun imagine comment réduire sa consommation de plastique. Les grandes entreprises ont un rôle majeur à jouer dans l'effort de réduction des volumes de plastique. Mais leur excuse est toujours la même. Ils disent que c'est d'abord aux consommateurs de comprendre l'importance de moins utiliser de plastique. Et voilà pourquoi nous cherchons à inclure et à intégrer ces 2 perspectives. Un pays sans plastique, le Japon en est loin. Les autorités de cet archipel en manque d'espace ont trouvé une autre solution. Construire des villes sur du plastique. Cette déchetterie dans le sud de Tokyo sera bientôt ensevelie sous 50 cm de terre. À sa place, des parcs, des forêts, des immeubles luxueux. Avant d'arriver dans cette décharge, le gros de ces déchets a été prélevé et traité par tous les maillons de la chaîne. Les déchetteries, les centres de recyclage. Tout ce qui arrive ici, ce sont les déchets que ces maillons, malgré leurs efforts, n'ont pas réussi à traiter. Et donc je pense qu'utiliser tout ça pour bâtir d'immenses terre-pleins, des îles artificielles, avec des pelouses, des parcs et un port, je pense que c'est une bonne idée. Dans la baie de Tokyo, ce projet est déjà une réalité. Le quartier futuriste d'Odaiba a été construit sur des détritus. Ces jeunes Japonais, venus ramasser les déchets sur la plage, ne le savent sans doute pas, mais ils marchent en réalité sur une île de plastique.
Voilà, c'était donc là le document de France 24, Accro au plastique, les défis du recyclage pour le Japon. Des travaux d'assainissement ont été entrepris depuis l'avènement du nouveau gouvernement provincial de Kinshasa. Il existe bien sûr le centre d'enfouissement technique d'Impasa, un site hautement contaminé selon les experts en la matière, et les défis demeurent donc pour la ville-province de Kinshasa, en particulier quant à la gestion même de ces déchets. Au-delà de tout, l'éducation environnementale et à la bonne gestion des déchets est une des solutions à l'insalubrité que connaît la capitale congolaise. C'est pour cela que nous avons posé la question à Jean Mangalibi, coordonnateur de l'ONG Amis de la Nature et des Jardins, pour nous dire ce qu'il pense en tout cas de la journée du 3 juillet 2019 sans sac plastique. Suivez les réponses qu'il a fournies à notre consoeur Priska Sekana dans l'interview que Jean Mangalibi leur a accordé. C'est une journée qui doit pousser la planète, je dirais tout le monde à réfléchir sur les dégâts des sacs en plastique par rapport à notre environnement. Et puis qu'on sache exactement quels sont les gestes à poser, parce qu'on sait que ça cause beaucoup de dégâts. Parce que les sachets plastiques, normalement, avant on parlait de 100 ans, maintenant on parle même plus de 500 ans avant de se décomposer, pour dire que ce sont des gestes que nous devons regarder bien contrôler si on pense réellement aux générations futures. Bon, là, normalement, nous, on va rester juste au niveau de la sensibilisation. Ça fait dit assainissement, dit argent. Et nous sommes une association qui fonctionne avec ou sans financement. Pour dire qu'il y a sans financement, souvent c'est par rapport au reboisement, où nous multiplions, nous mettons à la disposition de l'autorité. Mais par rapport au sachet, là, ça demande des fonds que nous ne disposons pas. On ne peut que sensibiliser, c'est tout. Et puis voir comment entrer en contact avec la ville. S'il faut mener des actions ensemble, on va le faire. Pour la gestion, je crois on est arrivé à un moment où, moi je dis, je sais que le Rwanda, c'est un pays modèle. Parce qu'au niveau du Rwanda, c'était le président de la République qui a pris une décision et que le Rwanda sans sachet. Aujourd'hui, le Rwanda est le premier pays en Afrique qui est très bien coté par rapport à la gestion de tout ce qui est sachet plastique. Le Congo, c'est un grand, nous sommes la deuxième réserve mondiale. Donc nous sommes vraiment réellement un grand. Pour dire qu'il faut que celui qui est là aujourd'hui, M. Félix, arrive à emboîter les pas de l'autre. Moi je crois qu'il est préférable d'emboîter les gestes positifs. Alors pour moi je lui conseille d'emboîter l'exemple du président Kagame, que je félicite par rapport à la gestion des sachets, pas par rapport aux ennuis qu'il crée dans notre nation, pour que nous soyons aussi parmi ceux-là, un pays qui labelle, comme on a eu à dire dans les temps. Et soutenons aussi l'action du gouverneur quand il parle de Kinabopeto. Moi je crois que ce sont des actions félicitaires. Mais moi j'y crois toujours, je crois beaucoup à l'avenir de ce pays. Moi j'y crois réellement que ce pays va aller. Aujourd'hui, si on s'investit dans ce qu'on est en train de faire, parce que nous croyons réellement. Parce que le Congo, c'est un pays, je dirais, qui a une promesse prophétique d'être parmi les grands, de s'occuper des autres. C'est juste les questions qu'on puisse avoir des présidents, des dirigeants, qui vont avoir à cœur l'environnement, parce que la politique, en fait, c'est la base de la politique, c'est au niveau de l'environnement. Et puis, ces dirigeants-là vont commencer je dirais, à transmettre auprès de la population. Cela fera en sorte que nous allons tous regarder la même direction. Et cela va être possible. Si ce Rwanda c'est possible, pourquoi pas au Congo? Bon, il y a l'élément qu'on doit arriver à savoir, notre pays venait d'être sous occupation. Alors, le travail que l'occupation a eu à faire, c'est détruire l'homme congolais. Cela demande d'abord la volonté des Congolais eux-mêmes,
et puis une bonne prise de conscience des dirigeants. Cela permettrait à ce qu'on arrive à surmonter. Moi, je crois que cela est possible. Sincèrement, c'est possible. Mais il faut qu'il y ait des mesures qui s'imposent, qui feront en sorte que la population soit suffisamment informée sur sa manière de se comporter. Voilà, c'était là donc Jean Mangalibi, coordonnateur de l'ONG Amis de la Nature et des Jardins, qui parlait de la journée mondiale sans sac plastique célébrée le 3 juillet de chaque année. Vous avez suivi dans cette émission l'expédition scientifique organisée par Greenpeace Africa dans les tourbières du bassin du Congo, précisément dans le territoire d'Ingende. Nous sommes là dans la province de l'Équateur. Témoins de l'événement, quelques journalistes nationaux et internationaux qui ont accompagné les scientifiques dans cette expédition. Nous avons approché quelques-uns d'entre eux pour en savoir un peu plus sur ce qu'ils pensent et ce qu'ils ont tiré comme expérience de cette expédition scientifique dans les tourbières. Bibi Chingwa de Biwan et Tati Dilengenju de la Radio Okapi se sont exprimés en ces termes. Regardez. Et aujourd'hui, pendant que le monde est en quête des solutions par rapport à la crise climatique qui nous guette aujourd'hui, il est donc important d'encourager toutes les initiatives qui tendent à se proposer comme étant de remède à cette crise climatique. Donc une troisième expédition, une troisième découverte parce que les expéditions restent différentes. Ce sont des expéditions qui sont menées sur différents sites. La première fois, c'était à Yokolama. On vous dira que Yokolama était différent de Ikelemba. Aujourd'hui, nous sommes ici à Peka, dans le territoire d'Ingende. Allez-y comprendre que c'est une nouvelle expérience parce que cette zone a été plus marécageuse que la zone de Yokolama, par exemple. Et la deuxième chose, c'était aussi la présence de rotins. Ailleurs, ce n'était pas le cas. Si vous allez à Ikelemba, vous comprendrez que l'accessibilité était un peu plus facile. Il n'y avait pas assez de sous-bois, c'était un peu plus clair. Donc la tâche a été du moins facile pour nous journalistes. C'est parce que lorsque nous descendons sur terrain, nous affrontons la forêt. C'est avec tout le matériel. Allez-y comprendre déjà la distance qu'il faut parcourir, les matériels que vous devez aussi protéger, les interviews que vous devez faire aussi en forêt. Ce n'est pas une chose facile. Donc aujourd'hui, il fallait vivre une nouvelle expérience. Déjà, les scientifiques eux-mêmes aussi ont ajouté un autre élément très important pour dire qu'ils ne savaient pas que là où il y avait des rotins, la présence des rotins, on pouvait aussi trouver des turbes. Donc allez-y comprendre que c'est une nouvelle donne écologique qu'il faut encourager. Et ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est d'attendre au fait les résultats. C'est vrai qu'il y a déjà des turbes, on le sait. Mais arriver à les cartographier et aussi à quantifier. Parce que ce n'est pas seulement de dire que vous avez des forêts, des tourbières chez vous, mais aussi nous dire la capacité de séquestration carbone, c'est ce qui est plus important. Et nous comprenons que ça constituera aussi, ça donnera aussi un argument de plus à la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'on a toujours dit que c'est la deuxième puissance écologique après l'Amazonie, mais c'est encore un élément de plus qui vient renforcer cette force écologique. Alors, dans votre travail de tous les jours d'informer sur les questions environnementales, par rapport à ces tourbières, pour la troisième fois consécutive, vous faites l'expédition, quelle information pouvez-vous donner à toute la population, à tous les publics qui vous suivent, qui aiment bien sûr les questions environnementales? Ce qu'il faut dire, c'est que c'est le changement climatique et lorsqu'on parle de la crise climatique ou changement climatique, il n'y a pas de frontières. Allez-y comprendre que la faute qui sera commise ici aura des conséquences fâcheuses partout. Elle ne va pas seulement, les conséquences ne vont pas seulement s'arrêter ici, mais ce sont des conséquences qui vont traverser les frontières de ce territoire pour aller ailleurs. Je vais dire à tous ceux-là qui nous suivent que la question de la crise climatique, la lutte contre le changement climatique est une lutte collective, mais à des niveaux différenciés. Donc chacune des personnes est appelée à jouer sa partition pour arriver à préserver la planète Terre que nous avons. Nous la considérons comme étant notre mère nourricière. Si vous et moi parlons en ce moment, arrivons à échanger, c'est parce que nos prédécesseurs ont eu à gérer ces terres de façon durable. Donc quand nous gérons, comprenons qu'il y a des gens qui viendront après nous, il y a des générations futures. Il faudra aussi les aider à mieux vivre. Donc aujourd'hui, il faut faire quelque chose. Les scientifiques font leur part. Nous aussi, en tant que journalistes, nous avons plus travaillé sur la sensibilisation. Et quand nous travaillons sur la sensibilisation, c'est pour arriver à un changement de comportement. C'est vrai que lorsqu'on parle de la sensibilisation, il y a différentes parties prenantes. Il y a les politiques. Les politiques, il faut aussi des moyens qu'il faut. Mais aussi, ce qui m'encourage aussi, c'est ce message du président de la République. Nous savons que le président Félix Tshisekedi fait de l'environnement un de ses axes prioritaires. C'est déjà encourageant. On l'a vu
participer à One Planet Summit à Nairobi, c'était déjà un signal fort parce que je dois quand même l'avouer que depuis un temps, la République démocratique du Congo, c'est vrai qu'elle était représentée, mais au plus haut niveau. Mais là, c'était le président de la République, le garant de la nation qui a représenté toute la nation congolaise. C'était déjà encourageant. Et vous savez que même lorsque vous envoyez les ministres, vous envoyez le Premier ministre, le poids politique aussi compte. C'est un Premier ministre de la RDC qui vient, deuxième puissance écologique à travers le monde, mais devant un autre président de notre pays, c'est différent. Il y a là où le Premier ministre ne peut pas entrer, seul le président. Donc si déjà le président s'engage dans la lutte, c'est déjà un signal fort, une impulsion qu'il donne. Donc nous aussi, journalistes, nous faisons notre part, les scientifiques font leur part, que le politique aussi fasse leur part. Nous attendons aussi beaucoup du ministre de l'Environnement. Ce sont des données. C'est un argument de plus pour renforcer la force écologique du pays. Comme je l'ai dit, il faudra aussi des politiques qu'il faut. Vous voyez, ne laissez pas aux autres pays de nous voler la vedette. Nous en avons les 2/3 de ces tourbières. Les tourbières du bassin du Congo se retrouvent en République démocratique du Congo. Allez-y comprendre déjà ce que ça donne. Et c'était très intéressant, une belle expérience pour nous journalistes qui chroniquons dans le secteur de l'environnement. Et là, on a beaucoup appris parce que déjà le concept, il est nouveau. Il aurait fallu être sur terrain pour allier en fait tout ce que nous avons comme définition, perception des tourbières, parce qu'on en parle de plus en plus. Et là, nous sommes venus sur terrain et on a vu ces zones inondées et on a parcouru des kilomètres pour travailler avec des spécialistes qui nous ont expliqué dans les détails, au fait, les tourbières et les rôles qu'elles jouent dans l'écologie. Et ça vaut la peine, c'était vraiment très très intéressant. C'est pour la première fois que vous faites cette expérience? Oui, c'est ma première fois de venir dans cette partie du pays. C'est vrai que j'ai eu à sillonner la République du Congo dans le cadre démocratique du Congo dans le cadre de notre émission Éco-Développement. Et donc dans cette partie du pays, c'est la première fois. Et dans le cadre des tourbières, c'est la première fois que je travaille. Que je quitte les studios, au fait, venir sur terrain et voir ce que c'est les tourbières. C'est vrai que des spécialistes que nous invitons dans nos studios à Kinshasa les définissent. Et j'avais une autre perception, au fait, de ce qu'on entend par les tourbières. Et parce que là, les spécialistes, ils ont opéré un distinguo entre les zones inondées et les tourbières. Ce sont des sites totalement différents et ça joue les rôles aussi différents dans l'écologie. Alors, quelle information donner au public qui vous suit dans votre émission, mais aussi à ceux qui vont vous suivre maintenant? Le plus important est de savoir que ce sont des sites que nous devons préserver au profit de la communauté et au profit de la planète Terre, parce que ça regorge une quantité importante de puits carbone et cela permet de réduire, au fait d'atténuer les changements climatiques, et c'est très important de préserver ces endroits parce que les spécialistes nous ont dit que les prélèvements au niveau local n'impactent pas sur le fonctionnement des tourbières, donc ça vaut la peine de pouvoir préserver ces genres d'endroits. Voilà, complètement bouclé pour aujourd'hui, Madame, Messieurs. Merci de nous avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission. Patience Vumilia, Naomi Makwela, Fanfa Makitudoma, Guilhem Zembede Gonzac et à toutes les autres personnes qui ont concouru à la réalisation de cette émission. Optez pour les bonnes habitudes de la protection de notre environnement. Parce qu'à l'occasion de la journée mondiale journée mondiale sans sacs plastiques, il faut changer des habitudes en utilisant le moins possible de plastique et opter pour les emballages en tissu et à la réutilisation. Vous ferez une œuvre utile. Madame, Messieurs, merci et à la prochaine pour d'autres informations sur le plan environnemental. Au revoir et à très bientôt.